Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous mettre en galerie pour voilà, voir un peu tous les gens. Merci de venir sur ce rendez-vous dédié à la création de supports de communication pour les associations. Je travaille donc pour l'association Carmen qui est basée à Amiens. Je m'appelle Clémence et je vous présente Hervé. Bonjour. Qui est mon collègue à Carmen. L'association Carmen a été créée en 1984 à Amiens et portait dès le départ un projet de médias d'information sociale de proximité. Aujourd'hui, elle agit toujours sur ce média que vous pouvez retrouver. Voilà, je mets dans la conversation le lien vers notre média en ligne. Et également une très grande action d'éducation aux médias et à l'information en milieu scolaire, mais pas uniquement, pour les jeunes, mais pas uniquement. Et donc, on a été sollicité par la Maison des associations d'Amiens Métropole pour un premier temps mardi sur la création vidéo et aujourd'hui, on revient sur la création graphique. Donc, surtout, n'hésitez pas à lister des questions voilà, que vous auriez à poser, on y répondra à la fin de notre présentation. Du coup, je vais partager l'écran. Voilà, partageons l'écran. Et voilà, normalement, vous avez donc cette barre, on ne peut pas la mettre ailleurs. Voilà, on va la mettre là. Notre petit support de déroulé de notre échange qui a été fait avec un outil qu'on va vous présenter qui s'appelle Canva et qui permet gratuitement, mais à condition de créer un compte sur le site, de pouvoir réaliser assez simplement des supports de communication. L'idée là qu'on va vous transmettre, c'est plutôt d'utiliser des supports accessibles, plutôt gratuits et aussi voilà, relativement facile, intuitif à utiliser. Qui permettent de faire des supports de communication. Alors après, on va causer de quel support, mais qui puissent en fait plutôt être imprimé voilà, sur une imprimante de bureau ou de maison. Par contre, on vous encouragera, si vous souhaitez passer par un imprimeur, là, soit à discuter avec l'imprimeur, soit à faire vérifier ce qu'on appelle le BAT, c'est-à-dire de faire vérifier, avec un bon à tirer, en fait, de faire vérifier par l'entreprise d'impression le support que vous aurez fait, parce que en fait, ce qu'on imprime sur une imprimante de bureau n'a rien à voir avec ce qu'un imprimeur va devoir recevoir comme fichier. Il y a des éléments complémentaires, ce qu'on appelle les bords perdus notamment, dont il a besoin, des éléments un peu plus techniques dont il a besoin pour pouvoir imprimer correctement, par exemple, des flyers ou une affiche. Donc, là, ce qu'on vous propose, c'est déjà voilà, de voir qu'avec le support dont on va vous parler, vous pouvez créer assez rapidement, assez facilement, un support d'information et de communication sur lequel il va y avoir des titres, différentes polices, de l'insertion de logos et également de l'illustration comme vous pouvez le voir. Donc là, par exemple, le support que vous avez devant vous, il a été créé sur cet outil qu'on appelle Canva. Je m'interromps quand oui, non, c'est bon. Voilà. Et dont on va vous parler. Je commence du coup. La première question à vous poser, en fait, quand vous allez créer un support de communication, c'est quel support et donc forcément à quoi est-ce qu'il va être destiné, donc quel format également, donc ça peut être un flyer ou un tract, hein, appelez-le comme vous voulez, une affiche, une publication sur les réseaux sociaux ou une plaquette, un dépliant, et ça, vous n'allez pas forcément utiliser en fait le même support en fonction de son utilisation, en fonction de la visibilité que vous voulez lui donner.
Ensuite, il y a la question des formats. Quelle taille utiliser, par exemple, pour une affiche ou pour un fly? Est-ce que la carte postale, par exemple, va être plus adaptée qu'un fly volant? Et une carte postale va peut-être avoir aussi un aspect un peu plus épais, alors que voilà, un fly, on ne va pas forcément le garder et le mettre sur le frigo, mais peut-être, voilà. Donc ça, c'est des questions qui doivent que vous devez vous poser. Également, vous posez la question du format portrait et paysage, format carré. Donc ça, c'est des choses, des esthétiques en fait sur lesquelles vous avez le choix, mais qui vont aussi vous permettre de mobiliser forcément plus d'informations sur un dépliant que sur une carte postale, par exemple, ou sur un fly. Donc, en fonction du volume d'informations, de ce que vous voulez transmettre, il y a beaucoup d'écrits, il y a des choses à penser dès le départ. Également, la question du noir et blanc, la question de la couleur se pose en fonction des illustrations que vous voulez utiliser. Et aussi en fonction du support d'impression, c'est-à-dire que si c'est une impression de bureau sur une vieille machine, peut-être des fois le noir et blanc est plus sympa que de l'impression de couleur qui va être sale ou sur lequel il va y avoir des lignes. Bon, voilà. Donc, il y a ces éléments-là techniques à prendre en compte. Oui. Je suis désolée, je te coupe en plein milieu de ta présentation, mais est-ce que c'est quelqu'un dans ton bureau qui écrit sur un clavier? Oui. Je suis désolée, on entend vachement en fait. On t'entend vachement. Donc, on va isoler notre tapeuse. Pardon, parce que je cherchais tous les micros de tous les participants. Je me dis, bah mince, tout est coupé. Là qui est juste derrière. Ouais, idéalement. Ouais. Voilà, et encore une fois, il faut vous poser les questions, hein, c'est-à-dire est-ce que je mets une photo? Enfin, photo, voilà. Donc là, bon, vous avez les éléments sous les yeux, vous pouvez les apprécier. Comme vous avez pu le voir donc sur ce premier visuel, toutes les informations n'ont pas la même taille, elles ne vont pas être lues. En fait, il y a une hiérarchie en fait de l'information. Évidemment, la taille des polices va en fait créer un ordre de lecture. L'information la plus importante doit être évidemment la plus visible. Et là, c'est encore à vous de choisir, de sélectionner l'information qui vous semble la plus importante. Est-ce que c'est le nom de votre association ou est-ce que c'est le nom du rendez-vous qui est donné ou est-ce que c'est la date et l'heure et ça, c'est à vous d'apprécier en fait quelle information vous voulez visibiliser en premier. Mais de fait, hein, on voit bien que créer des visuels pour son asso vient en premier dans la lecture, que assez rapidement, en fait, l'œil va en dessous vers le rendez-vous et la date. Après, on revient sur qui organise et puis voilà, après, on lit les petites lignes vertes. Ça, c'est un choix aussi esthétique de départ, mais aussi un choix logique pour passer une information qui est pertinente et qui va être bien comprise et rapidement. Il y a également une chose importante puisque j'imagine hein, certaines de vos associations bénéficient de financement et là, sur tous vos supports de communication, quand vous êtes subventionné ou quand vous avez des soutiens financiers ou parfois même des partenaires, ça peut être obligatoire dans certaines situations, notamment sur les subventions, et parfois heureux quand ce sont des partenaires de mentionner les logos qui sont ceux des partenaires financiers ou partenaires opérationnels de vos actions. Et là, je vous le rappelle peut-être, mais il y a un ordre en fait qui est pour les logos qui est assez admis, c'est-à-dire qu'on part des logos qui sont ceux de l'État pour aller vers après les collectivités de l'échelle territoriale la plus importante à l'échelle territoriale la moins importante. Et généralement, les partenaires viennent en suivant également. Donc là, voilà, peut-être que c'est une info que vous maîtrisez parfaitement, mais si ce n'est pas le cas, voilà, n'hésitez surtout pas à utiliser cette suite logique. Enfin, la majorité des financeurs peuvent vous donner en fait les logos qui sont les leurs si vous ne les trouvez pas, sachant qu'il y a eu un petit peu de mouvement récemment dans certaines institutions. Il ne faut pas hésiter à faire vérifier vos supports de communication auprès de vos financeurs quand il y a un enjeu là-dessus. Ensuite, vient le choix de la typographie et des polices de caractère. Donc, notre graphiste Hervé vous conseille d'utiliser
des typos qui soient le plus lisibles possible, le moins fantaisiste, les genres gothiques, c'est très compliqué, l'écriture cursive aussi, c'est très compliqué à lire, tout écrire en majuscule aussi, des fois, ça peut être complexe à lire. Il faut que l'information soit facile à détecter sur votre support de communication. Voilà, après, vous pouvez effectivement reprendre des typos qui sont plus ou moins grasses, éviter peut-être l'italique parfois, qui peut être aussi un peu compliqué à lire. Et il existe donc des typos qui sont gratuites et on vous conseille en ce sens-là, un site qui s'appelle Dafont et sur lequel vous avez une immense quantité de polices qui sont libres et gratuites et que vous pouvez télécharger librement sur ce site internet. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce site? Il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Vous avez juste sur la gauche donc le style et sur la droite, vous pouvez les télécharger. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Après, justement, toutes les typos ne sont pas gratuites sur Dafont. Donc, je ne sais pas si on y reviendra pas, donc Paul Miguel. Par exemple, si je choisis une typo sans sérif, donc ça veut dire sans empattement, il faut aller par exemple, dans les réglages. Là, ici, il y a des options. Et là, on peut choisir seulement les typos qui sont dans le domaine public, qui sont 100% gratuites. Et il y a beaucoup de typos qui sont créés aussi dans des pays anglophones, donc qui ne respectent pas forcément, qui n'ont pas d'accent. Donc, il faut aussi choisir des typos avec des accents pour se retrouver coincé avec une typo. Justement, le logiciel va adapter la typo, donc il va mettre un mélange de typos, puis peut-être le sigle euro si vous avez besoin de mettre. Et donc là, c'est... Et donc là, déjà, dans les typos qui sont proposés, il y en a certaines qui ont disparu parce qu'elles ne rentrent pas dans ces critères-là. Voilà. Et donc, vous pouvez les télécharger sur la droite. Voilà pour ce site où il y a quand même une grande disponibilité en fait de typos. Hein. Donc, il doit en exister certainement d'autres, mais c'est vrai que celui-ci, c'est un des plus courants. Je reviens donc à nos moutons. Une police de caractère. Ça, tu veux en parler? Moi, après, c'était juste pour mettre l'accent sur le fait qu'une police de caractère, ça a été créé par quelqu'un, enfin, c'est une œuvre, ça a été dessiné, ça a été pensé. Donc, quand on s'amuse à tirer dessus avec les logiciels, à les déformer, c'est comme déformer une photo, une illustration. On essaie de la respecter. Donc, on cherche des typos justement qui correspondent à ce qu'on veut et non pas, on ne déforme pas une typo. Bon, après, ça, c'est le graphiste qui parle. Je pense que peut-être que ça. C'est un peu plus technique. Oula. En fonction de le support en fait, sur lequel vous allez éditer en fait votre affiche ou votre fly, vous n'allez pas forcément avoir besoin d'utiliser des définitions d'images plus ou moins importantes. C'est-à-dire que si vous faites une publication en ligne, il n'est pas nécessaire d'avoir une image qui a une immense définition. En revanche, si vous faites une impression imprimante couleur, là, il va falloir quand même vérifier que vos images sont d'une qualité en fait minimale. On compte ça en DPI généralement. Donc c'est éviter en fait d'avoir du pixel en fait qui va apparaître sur votre image. Et c'est ce qu'un imprimeur demandera de toute façon. Voilà. Donc, alors, un imprimeur, il peut vous demander du 300 dpi ou du 600 dpi. Donc, c'est un peu technique, mais voilà, c'est la qualité d'image minimale en fait, pour pouvoir imprimer quelque chose qui puisse passer à l'œil correctement. Ensuite, il y a des termes que vous connaissez certainement, le format JPEG, qui est le format photo, le format PNG. Le format PNG permet par exemple d'avoir un logo sur un fond qui est transparent. Donc ça permet par exemple quand on va mettre un logo, glisser un logo sur un aplat de couleurs, par exemple, oui, tu peux remonter pour l'exemple. Voilà, ici on a par exemple tout en bas, le logo de la MAM et le logo de Carmen sont des logos qui là sont en PNG. Vous voyez qu'ils sont bien détourés, en fait, on n'a pas un fond blanc, un aplat blanc derrière ou un aplat de couleur noire par exemple derrière le logo. Donc voilà, ça c'est pour savoir la différence entre le JPEG et le PNG. Et évidemment, plus l'image est grande, mieux c'est. Après, pour la mise en ligne, ça peut être parfois un peu lourd, mais bon, voilà, c'est quand même l'idéal. On continue. Pour la mise en ligne, on préférera de toute façon mettre une image en JPEG. Par exemple.
Et comme je l'ai mis, c'est souvent comme le TIFF et le RAW, c'est plus pour les photographes où ça permet de retravailler les images et sans les compresser. Parce qu'il y a un JPEG, à chaque enregistrement est compressé. Donc plus on modifie, plus on compresse. Et donc arrivé à un moment, l'image perd de sa qualité. Oups. Donc, on vous a parlé un petit peu de DaFont, voilà, qui vous permet d'avoir des polices qui sont 100% gratuites. Pas toutes, évidemment, mais vous pouvez les sélectionner, qui appartiennent au domaine public, par exemple. Pensez bien aux accents et aux sigles dont vous auriez besoin, notamment le sigle RAW. Et puis, ça, tu voulais en parler? Google Font propose aussi des typos gratuites, qui sont surtout pour un usage en ligne, Internet, mais elles fonctionnent très bien aussi pour l'impression. Elles sont téléchargeables, donc il y a moyen de les utiliser aussi. Moi, j'en ai déjà utilisé, il n'y a jamais eu de souci. Et si un jour vous tombez sur une affiche qui vous tape à l'œil avec une typographie incroyable que vous voudriez réutiliser, il existe une appli qui s'appelle What the Font qui est un peu comme PlanteNet, vous voyez, vous prenez une photo d'une plante et ça vous dit quelle est cette plante. Voilà, c'est la même chose, mais pour les typos. Vous prenez en photo cette typo sur une affiche, par exemple, que vous verriez, par exemple, dans la rue. Normalement, cette application réussit à vous dire le nom de la typo si un jour vous voulez la réutiliser. Ça vous permet après de la trouver sur DaFont. Si elle est gratuite, vous pourrez la retrouver. Ou dans un magazine, j'ai dit dans la rue, mais voilà. Donc ça, c'était le petit bonus. Il faut savoir, on a parlé des logos, mais il faut savoir également que lorsque vous imprimez par exemple un fly pour distribuer dans la rue ou même sur un salon des associations, admettons, vous distribuez donc à du public voilà, un support de communication pour parler de votre association. Eh bien, il y a des mentions obligatoires, même pour une impression qui serait faite par vos soins sur votre imprimante de bureau. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous la distribuez dans l'espace public, elle peut être jetée sur la voie publique. Donc là, ça n'apparaît pas dans le texte, mais on l'ajoutera avant de vous l'envoyer. Il est plutôt recommandé de mettre sur le côté une petite phrase ou en bas, dans un petit coin, ne pas jeter sur la voie publique. C'est plutôt conseillé. Là, dans les obligations que vous pourrez retrouver notamment sur le site de la Maïf, il y a des éléments sur ce site-là qui sont assez basiques et qui vous rappellent un petit peu ce qu'il est bon de faire. Il y a la mention IPNS que vous allez retrouver régulièrement sur les supports de com, papier principalement, et qui veut dire imprimé par nos soins. C'est-à-dire que si vous faites appel à un imprimeur, lui, il va mettre en fait son nom, généralement plutôt un numéro aussi d'imprimeur. Si c'est imprimé par vos soins, il est conseillé, obligatoire, de mettre la mention IPNS. Voilà. Normalement, un support de com doit vous permettre on doit pouvoir retrouver les coordonnées de votre association. On doit pouvoir vous joindre en fait en ayant n'importe quel support de communication entre les mains. Et il est également recommandé d'indiquer votre numéro sirène. Voilà, vous en avez tous et toutes normalement si vous représentez des associations. Ça, c'est donc les éléments un petit peu à retrouver sur les mentions obligatoires. Mais par contre, il n'est vraiment pas obligatoire de les mettre en très gros. Vous les mettez dans un petit coin, ça peut même être sur le côté en fait, de l'affiche ou du fly. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Hervé ? C'est vrai que ça fait beaucoup d'infos. Donc, Et ensuite, revient encore la question en fait du droit à l'image, l'utilisation d'images. À partir du moment où vous utilisez une illustration pour votre fly ou votre affiche, que vous la mettiez en ligne ou que vous l'imprimiez, même pour une impression à petite quantité que vous allez donner à vos bénévoles, il est vraiment conseillé de vérifier en fait si vous avez le droit d'utiliser cette image. Donc soit c'est une image que vous avez faite avec votre appareil photo et donc ça ne pose absolument aucun problème à partir du moment où s'il y a des personnes qui apparaissent sur cette image, ils ont donné leur autorisation pour le faire. Il peut être conseillé
dans tous les cas, de mentionner avec un petit vous voyez, crédit, le petit C entouré d'un arrow, enfin du petit cercle voilà, de propriété, la personne qui aurait réalisé cette photo. Si c'est un bénévole de l'association, c'est sympa. Et si c'est un photographe, c'est quasiment obligatoire. Donc voilà, nous on vous conseille de ne pas oublier de mentionner le crédit photo des images que vous utilisez. Ça, c'est à partir du moment où vous utilisez une illustration qui viendrait de votre association. Si vous utilisez une image qui vient de l'extérieur de votre association, admettons, je ne sais pas, admettons, quelqu'un est passé sur le salon Agora, salon des associations, il a pris en photo votre stand et vous voulez réutiliser cette image, il vous l'envoie, il vous dit que vous pouvez la garder. Si vous l'utilisez pour réaliser en fait, je ne sais pas, un fly, admettons, eh bien, il serait vraiment heureux de lui demander son autorisation et encore une fois de mettre le crédit photographique de cette personne, c'est-à-dire son nom et son prénom. Si vous utilisez une image qui vient d'Internet, que vous avez trouvée, par exemple, sur un site, il faut savoir que toutes les images ne sont pas libres de droit. Et dans certaines conditions, vous pouvez les utiliser, dans certaines autres, non. On vous conseille donc, si vous allez chercher des images sur Internet, eh bien de réaliser voilà, cette petite recherche-là, admettons, hop, je cherche le mot image, je vais dans image. Vous pouvez utiliser n'importe quel moteur de recherche. Normalement, vous avez cet outil-là, c'est-à-dire vous êtes là dans la recherche d'images et vous allez dans les outils, sélectionner dans le droit d'usage les licences Creative Commons. Et là, normalement, les images qui apparaissent sont toutes libres de droit d'utilisation. Et là, donc, vous avez une banque d'images que vous pouvez utiliser. Vérifiez bien quand même qu'il n'y a pas un crédit qui traîne quelque part. Mais normalement, quand on fait cette petite procédure, on arrive donc à des images qui sont libres d'utilisation. Et je vous rappelle aussi que si vous utilisez des images, que ce soit d'enfants ou d'adultes, vous devez normalement avoir une autorisation par personne signée par les représentants légaux d'un enfant, par exemple, ou par une personne si elle est majeure, pour pouvoir utiliser son portrait, par exemple, sur un support de communication. On vous enverra un modèle par mail de cette attestation, cette autorisation de droit à l'image qu'il est toujours bon d'avoir dans ces supports de travail. Voilà, donc ça c'était pour la question de la liberté en fait d'utiliser des images. Et enfin, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ? Okay. On vous indique donc ici des outils qui sont gratuits pour la création graphique en ligne. Donc là, pas besoin forcément d'utiliser les propres outils que vous avez sur vos ordinateurs. Il y a donc Canva dont on ne vous a pas trop parlé, mais on va vous en dire un mot, et qui est plutôt pas mal. J'y vais. Hop, voilà. Donc, pour Canva, c'est en ligne directement, donc ce n'est pas un logiciel que vous installez sur votre ordi. On peut l'installer, mais il faut un compte. De toute façon, il faut un compte. Donc, on peut télécharger sur Mac, sur Windows, sur Android, même sur téléphone ou tablette. Mais il faut créer un compte. Le compte permet aussi de garder ses projets en mémoire. On peut faire un projet, l'exporter, mais après, il disparaît de la plateforme si on n'a pas de compte. Donc, il est gratuit encore plus pour les associations à but non lucratif. Donc, c'est-à-dire que là, la gratuité simple permet d'utiliser certains designs, donc certains modèles. Ils proposent plein de modèles en fonction de ces affiches, des flyers, des cartes de visite, tout ce qu'on veut. Ils ont énormément de choix, de formats. Donc, je vais créer un modèle, par exemple. Je vais revenir sur ton modèle de départ. Ouais. Je vais prendre l'affiche. J'avais d'abord fait une affiche. Donc
Donc, j'avais ça comme modèle, celui qui est à gauche. Si j'appuie dessus, ça va me supprimer tout, donc je ne vais pas le faire. Ne le fais pas. Donc, j'avais ça comme modèle. Donc, il est écrit dessus quand on survole les modèles, si c'est gratuit ou payant. Et tout. Et donc, après, on peut modifier facilement le contenu. On a différents éléments, que ce soit des illustrations. Donc, pareil, à chaque fois, c'est précisé si c'est gratuit ou payant. Donc, on a tout ça, des illustrations, des typos déjà fournis. Donc, ça évite la recherche de typos si on n'utilise pas un logiciel de bureau. Donc, ce qui est pas mal. Donc, style aussi, les couleurs. Enfin, c'est très bien. Moi, je trouve, j'ai fait ça hier très rapidement. Donc, après, j'ai peut-être plus l'habitude, mais la prise en main est assez simple. Vous pouvez importer également des images. Ouais, aussi, du coup, j'ai importé les logos. photos. Donc, on peut importer. Donc, on importe ce qu'on veut. Là, toutes les images que j'ai mises sur la présentation du webinaire, je les ai importées. Voilà. Et donc là, voilà, vous pouvez aussi, je pense, décliner, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez importé des éléments, Ouais, donc, on peut les décliner en fly ou en affiche. Et vous pouvez avoir on peut faire un copier. Moi, c'est ce que j'ai fait l'affiche. Après, j'ai pris tous les éléments, j'ai fait un copier-coller, donc le classique commande C, commande V, sur l'autre sur support. la présentation. Donc, comme ça m'a permis de récupérer rapidement tous mes éléments et de les remettre en page différemment par rapport au format qui est en paysage. Et donc, on peut, quand on fait un téléchargement à la fin, quand on a fini son projet, on peut télécharger. On peut télécharger quand on veut. Il nous propose différents types de fichiers. Donc, le premier qu'il propose, c'est un PDF pour impression. Donc, qu'on peut donner à un imprimeur, du coup, parce qu'il va mettre aussi il propose avec les bords perdus ou non, ou sinon, on peut très bien avoir un JPEG pour avoir juste une image, selon si on diffuse sur Internet, sur un réseau social. Là, je l'ai mis en PDF standard parce qu'on n'avait pas l'intention de le faire imprimer chez un imprimeur, donc ça permet d'avoir comme quelque chose de plus léger. Donc voilà, il propose aussi du PNG si vous créez des logos, s'il y a la possibilité de créer des logos. Donc à partir des éléments fournis, on n'a pas la libre création du logo comme on le ferait sur un logiciel comme le ferait un graphiste, mais ça vous permet quand même d'avoir déjà une bonne base de réflexion sur ce que vous voulez faire, et puis même le rendu plutôt pas mal, moi je trouve. Une publication sur un réseau social, par exemple, ou une publication sur un site internet va nécessiter en fait que vous ayez votre visuel en format photo. Donc du JPEG idéalement ou du PNG, mais plus idéalement du JPEG. En fait, si vous voulez le mettre par exemple sur Facebook, Instagram ou un autre réseau social, un PDF ne passera pas. Il faudra transformer votre PDF en image. Donc soit vous exportez autant de formats que vous souhaitez et comme ça vous avez tout sous la main, soit après si vous exportez un PDF, il vous faudra forcément le retransformer en image. Voilà. Donc pour Canva, j'ai mis aussi le lien de Solidatech qui a animé la première journée, qui propose justement des ressources. Et il y a toute une série, il y a un petit tuto, il propose plein de vidéos sur YouTube pour comprendre le fonctionnement. Donc n'hésitez pas à y aller. Et donc après, il y a un autre, le même type de solution qui est Crello, mais je n'ai pas testé, mais qui fonctionne normalement de la même manière avec de la gratuité, des choses payantes. Et après, si vous voulez créer vraiment sur ordinateur, donc il y a Canva qu'on peut importer, qu'on peut installer, mais sinon après, il y a la suite Adobe qui est forcément payante. Et si ça vous intéresse vraiment, il y a Solidatech aussi qui propose des tarifs, des bons de réduction pour un partenariat avec Adobe pour avoir les logiciels moins chers que si on les achetait plein pot. Et après, il y a des solutions alternatives. Donc GIMP qui remplacera plus Photoshop et Inkscape qui remplace Illustrator. Après, voilà, ça reste des logiciels quand même assez lourds au niveau de l'apprentissage. Donc, vous irez moins vite à faire une affiche avec cet ensemble-là si vous n'êtes pas formé que si vous passez par Canva, qui est quand même la solution la plus simple et la plus idéale, comme je l'ai écrit. Voilà, je ne sais plus si j'avais quelque chose en tête, mais ça m'a échappé. Bon, ça me reviendra. Mais voilà, en tout cas,
n'hésitez pas au besoin voilà, à revenir vers nous avec, si vous avez des questions, mais on peut en aborder quelques-unes tout de suite si vous souhaitez. Voilà, c'est pas mon idée, mais c'est enfui. Bah, c'est pas grave. Merci On va beaucoup. revenir. Là, vous avez fini ou... Oui, c'est Oui, bon. super, très bien. Ok, bon, bah, nickel. Donc, je passe aux questions. Alors, ce n'était pas une question, mais plutôt une recommandation, alors que je partage, que même si elle a été échangée dans le chat, je me dis que tout le monde ne lit pas le chat, et donc du coup, je me dis qu'échanger à l'oral, c'est intéressant. En recommandation de typographie, il y avait également la typo Open Dyslexic, qui est notamment adaptée justement pour les personnes dyslexiques et qui est disponible sur Dafont. Donc voilà, c'était plus une information, une recommandation. Il y avait une autre question. Alors là, on retourne un petit peu au début de la présentation. Une fois qu'on a créé, par exemple, un logo en PNG, enfin qu'on a un logo en PNG et qui est sur fond transparent, est-ce qu'on peut, si on reconvertit cette image avec un logo en PNG, en JPEG, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si j'ai bien formulé la question. Ah, on ne t'entend pas, Voilà. du coup. Bon, c'est bon. Est-ce qu'on peut passer du PNG au JPEG, c'est ça? Ouais. Oui, bah oui. Après, il faut voir avec quel logiciel. Mais après, il y a plein de solutions en ligne aussi qui permettent de changer les formats. On n'en a pas parlé, mais il y a des applications aussi pour reformater des PDF, faire des. Et on gardera le fond transparent du Non, logo. par contre, on passe en JPEG, on perd la transparence. Le Mm. PNG vraiment permet de garder la transparence. Le JPEG, ça écrase l'image. Donc, on aura un fond blanc. Ok, d'accord, bon, bah, très bien. Je pense qu'on a... Ah, et dans l'autre sens, du coup, voilà, si on passe du JPEG à PNG... Non, il faut qu'il y ait la transparence Ouais. à la base. Donc, Initial. il faut soit passer par GIMP ou Photoshop pour supprimer tout ce qui est transparence et tout ce que vous ne voulez pas garder dans le logo et après l'enregistrer en PNG. Ok, merci. Concernant du coup le droit à l'image, imaginons sur une photo, si les personnes sont de dos et non reconnaissables, est-ce qu'il faut également une autorisation de droit à l'image? Non. Sauf Ok. peut-être le coiffeur, c'est un super truc. Et alors pareil, parce que du coup... Si la personne n'est pas reconnaissable, le droit à l'image ne s'applique pas. Et si je prends par contre une photo de foule, où là il y a plusieurs personnes sur une photo? Normalement, non, une photo de foule, non. Après, s'il y a une personne qui est reconnaissable au premier plan, enfin, on va prendre l'exemple d'une manifestation, s'il y a beaucoup de monde, normalement, non. Si les personnes sont plus reconnaissables dans l'image, il faut demander. Il vaut mieux demander de toute façon quand on a un doute. Ça marche. Plutôt que de devoir jeter ses flyers à la poubelle. Donc, Est-ce que... Oui. il y a deux choses qui me sont revenues. La première chose, c'est que quand ça n'est pas nécessaire, les aplats de couleurs, peut-être qu'il faut éviter pour des raisons en fait environnementales, de consommation d'encre voilà, inutile. De mettre un aplat de couleurs sur un fly, d'écrire en fait en blanc sur un fly noir, si ça n'a pas un sens ni esthétique particulier, ni logique par rapport à votre identité d'association, on encouragerait plutôt à ne pas le faire. Voilà, parce que ça consomme beaucoup d'encre en fait. Et la deuxième chose qui m'est revenue, c'est de vous encourager plutôt, dans la mesure du possible, si vous avez affaire à un imprimeur, d'aller plutôt vers des imprimeurs locaux qui vont pouvoir vous accompagner, vous dire voilà, il y a un souci sur peut-être les fonds perdus ou sur une mention, quelque chose, plutôt que d'aller sur des plateformes en ligne où il y a peut-être moins de suivi en fait sur le bon à tirer, quoi, sur le BAT. Voilà, nous, on vous encourage plutôt à faire. Ce Canva propose justement, ils peuvent imprimer eux-mêmes les fichiers. Donc, c'est vrai que c'est toujours mieux de passer par un imprimeur. Un imprimeur de proximité, ouais. Ce sera peut-être un peu plus cher, mais c'est vrai qu'il y aura un conseil derrière, il y a un vrai service. Super, merci. Est-ce que vous connaissez Affinity Photo, Designer ou Publisher? Publisher, je les connais de nom, mais c'est vrai que je ne les utilise pas. Bon, ça marche. Et alors, du coup, on revient sur cette question de format. Alors, si on est sur du JPEG et qu'on met l'ensemble en PNG, est-ce qu'on perd tout de même la transparence?
Sauf que c'est l'inverse, c'est le PNG qui permet la transparence si on le crée à la base. Ouais, si on a un JPEG, de toute façon, le JPEG, on n'aura jamais de transparence. De toute façon, sauf si on crée un effet de transparence sur le logiciel comme Photoshop, on met à 50% l'image, qu'on l'exporte en PNG, on gardera cette transparence, normalement. Je dis bien normalement. Je ne m'aventure pas à vous dire oui. Le conseil que j'aurais à vous donner, c'est tenter. Mais voilà. J'ai jamais fait, donc. Ça marche, merci. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à activer votre micro pour la poser. Mais je pense. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, non, je voulais juste revenir sur Affinity Designer Photo et Publisher. C'est juste pour dire aux associations que c'est des logiciels qui coûtent à peu près entre 50 € à vie. Et que des fois, quand on a... c'est hors concurrence par rapport à Photoshop. Et c'est pratiquement les mêmes logiciels. Donc voilà, donc ça reste des licences payantes, mais ça peut être intéressant quand même. Je sais que chez nous, il y a pas mal d'associations qui sont intéressées, qui ne peuvent pas investir beaucoup de sous là-dessus. Voilà. Super, du coup, très bonne info, très bon partage, merci beaucoup. C'est pareil, en tant qu'asso, moi je vous invite à ne pas, si jamais vous souhaitez investir dans la suite Adobe, sait-on jamais, n'investissez pas en direct, passez par Solidatech, car en effet c'est pareil, il me semble que la suite nous a coûté 50 € pour la première année, enfin c'est quelque chose c'est vraiment pas grand-chose par rapport à son prix initial, alors après voilà, mais donc du coup en effet entre les outils là que vous venez de citer madame, et merci beaucoup pour ça, plus Canva, là on est vraiment sur l'outil de base, très intuitif, mais qui peut répondre largement aux besoins, en tout cas de certaines associations. Plus tout le reste, je pense que niveau outils, vous devrez être pas mal là quand même. Oui, et petit conseil, pour maîtriser mieux Inkscape ou GIMP, on peut aussi se rapprocher de Fab Lab qui généralement maîtrise aussi bien les outils. En effet, n'hésitez pas à prendre contact avec des structures du coup proches de chez vous qui peut-être maîtrisent ces outils-là. S'il n'y a pas de questions, écoutez, on va se quitter ici. Ne soyez pas étonnés, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de me voir toute la semaine. Demain, je laisse la main à mes collègues. Donc Anne-Élodie qui est déjà présente avec nous aujourd'hui, mais que vous n'avez pas vu parce qu'elle est en bac. Et puis Céline, qui est aussi ma collègue, qui animera seul le temps de demain, donc rechercher des financements en ligne, rechercher et demander des financements en ligne. Merci beaucoup à tous pour votre participation aujourd'hui. Et puis je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir.